bois. Voilà. Alors, pour démarrer un bilan du BCIB en 2022, en fait, l'appel à projet BCIB, il a été annoncé en janvier 2022 dans le cadre des conclusions des assises de la forêt et du bois. Il a été annoncé une enveloppe de 200 millions d'euros sur 5 ans. Et donc, juste après ces annonces, on a lancé au printemps 2022 une première session qui s'est ouverte en mars et qui s'est clôturée en mai 2022. Et donc, au cours de laquelle 12 dossiers ont été déposés. L'instruction a permis de sélectionner 11 lauréats. Et pour vous donner une idée, ça représente 67 millions d'euros d'aide à l'investissement qui ont été attribués. Ça fait 736 gigawattheures de production thermique biomasse annuelle. Ouais, et puis voilà, 120 kilotonnes de CO2 d'origine fossile évitées par an. On a donc, on souligne le fait que c'est bien, voilà, 66% des combustibles sont de l'autoconsommation, donc c'est bien une valorisation des connexes en priorité sur cet appel à projet. Et puis voilà, une petite carte avec la répartition des projets sur cette première session. On a touché principalement les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, enfin voilà, le centre et le sud-ouest de la France. On verra ce que ça donnera sur les prochaines sessions. Oui. Peut-être, Pauline, seulement Grand Est, parce que comme là, on est sur le binaire Grand Est, on peut se dire, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas eu du tout de projet. Alors, il y avait quand même au moins 2 ou 3 projets qui ont été validés sur Grand Est juste avant, dans le cadre de l'appel à projet historique qui était le BCIAT. Donc, voilà. Oui, c'est cette absence de projet sur cette session en Grand Est. Donc voilà, le BCIB est reconduit en 2023. L'appel à projet, il a été relancé fin décembre. La première clôture, elle est le 27 février, donc dans un mois. Et il y a déjà une deuxième clôture en 2023 annoncée pour le 20 septembre. Voilà, donc on vous a remis le lien vers la plateforme Agir, donc c'est la plateforme sur laquelle on retrouve l'ensemble des appels à projets de l'ADEME et sur laquelle vous pouvez télécharger le cahier des charges, l'ensemble des pièces à déposer, voilà, prendre bien connaissance de tous les éléments de cet appel à projet. Donc voilà, en gros, pourquoi répondre à cet appel à projet? C'est un appel à projet qui a pour objectif de permettre aux entreprises d'augmenter leur capacité de séchage. Évidemment, c'est pour répondre au marché du bois d'œuvre, de la construction, de l'ameublement, de l'emballage. C'est vraiment la mission de cet appel à projet, tout en parallèle en permettant une autonomie énergétique avec la mise en place de chaudières biomasse avec cogénération ou non, toujours avec un respect de l'efficacité, d'un rendement élevé d'efficacité. Et puis, tout ça, ça permet évidemment de réaliser des économies de fonctionnement. Vous avez donc l'opportunité de bénéficier d'un soutien financier. Et puis c'est une occasion de réduire les impacts environnementaux par la substitution des énergies fossiles. Donc les entreprises concernées, donc c'est les industries du bois, voilà, de la catégorie C, 16 et 31 de la nomenclature INSEE. Donc ça, on vous laisse savoir si vous êtes éligible ou pas. La différence par rapport à la session 2022, c'est que les unités de granulation ou de production de bois de chauffage qui ne sont pas associées à une activité de transformation du bois, donc si une unité veut s'implanter seule, c'est plus possible sur cette session. Et puis la grosse évolution de cette année, c'est qu'on a diminué la production thermique de l'installation, enfin la production minimale de l'installation à 4000 MWh par an. L'année dernière, on était à 6000 MWh, donc c'est quand même une diminution significative. Le but, c'est de pouvoir toucher davantage d'installations sur cette session de l'appel à projet. Donc les installations de cogénération sont éligibles à condition d'avoir une efficacité élevée et puis d'avoir une production électrique qui est en adéquation avec les besoins du site. Pardon. Comme l'année dernière, les renouvellements d'installations existantes sont possibles si et seulement si elles ont plus de 15 ans.
Et puis, comme pour l'appel à projet BCIAT, on exige évidemment un avis favorable sur le plan d'approvisionnement qui est proposé par le porteur. Donc, en fait, c'est la cellule biomasse de chaque région qui va étudier le plan d'approvisionnement prévisionnel et puis dire si oui ou non c'est acceptable pour la région, en prenant en compte tout ce qui est éventuellement tension, conflit d'usage. Voilà. Donc là, on vous a remis tout simplement la liste des équipements éligibles. Donc ça, c'est pareil, je vais vous laisser en prendre connaissance. De toute façon, vous pourrez avoir accès à la présentation. Donc, dans les grandes lignes, évidemment, le générateur de chaleur est compris dans les dépenses éligibles. Ce qu'on peut noter aussi, c'est tout ce qui est séchoir pour le bois d'œuvre, le bois bûche et puis pour l'industrie du panneau. Et puis, les équipements de production d'électricité dans le cas d'une cogénération, toujours sous respect d'un haut rendement. Donc les points essentiels d'un projet biomasse énergie, donc évidemment conduire une démarche d'économie d'énergie pour avoir le plus performant possible et puis avoir une adéquation entre les besoins et puis la production. Optimiser le dimensionnement thermique de l'installation biomasse, voilà, ça permet d'être cohérent et puis d'être le plus efficace possible. Ouais, ça a un impact aussi sur tout ce qui est émissions de poussière, de, euh, de particules, etc. C'est évidemment très important. Et puis définir un approvisionnement biomasse assurant d'éviter les conflits d'usage, que ça soit performant environnementalement. Donc là, l'objectif, c'est, comme vous l'avez compris pour les industries du bois, de caler un plan d'approvisionnement aussi en fonction des connexes produits par l'activité de l'entreprise. Et puis, évidemment, nous, on veut des systèmes de traitement des performants pour être tout à fait clean du point de vue environnemental, et puis optimiser le montage technique et financier. De toute façon, ça sera fait aussi dans le cadre de notre instruction. C'est une chose qu'on viendra challenger, donc voilà, que ça soit bien optimal. On vous invite, enfin voilà, il faut mener une étude de faisabilité en amont. Là-dessus, il y a un soutien possible de l'ADEME. Voilà, sur les études de faisabilité, il faut bien mener ce projet, c'est très important. Il faut faire attention au coût de ces études. Voilà, il faut faire attention à l'accompagnement. Vous pouvez donc prendre contact avec nos collègues en direction régionale pour vous faire accompagner. C'est vraiment une étude, c'est vraiment une étape essentielle pour qu'après le projet soit le mieux monté possible et puis qu'il ait des chances déjà d'être lauréat et qu'il puisse être mené à son terme. Voilà, parce que s'il y a des faiblesses, ensuite, sur cette étude, ça se paye ensuite dans les étapes suivantes. Voilà, et puis donc nous, au cours de l'instruction, ou très globalement, ce qu'on va regarder, c'est les augmentations de capacité de séchage, comme c'est le but de cet appel à projet. On est attentif à ce que ça corresponde à une augmentation des activités de l'entreprise. L'efficacité énergétique est aussi un critère de sélection. Donc le ratio en euros par énergie annuelle à partir du biomasse produit, donc euros par mégawattheure. C'est quelque chose qu'on va regarder aussi. On a aussi un engagement en matière de contractualisation des approvisionnements, mais là, c'est lié vraiment à l'activité de l'entreprise. Donc, voilà, le but de tout ça, c'est de mieux structurer la filière, de mieux contractualiser. Et donc, ça, c'est un point auquel on est attentif. On est bien sûr attentif à la maturité du projet pour s'assurer qu'il sera aussi mené à son terme et la meilleure des façons. Et puis, on a un critère de notation sur l'approvisionnement. Donc ça, c'est en lien avec la vie de cellule biomasse dont je parlais juste avant. Et donc le but, voilà, c'est de regarder si effectivement c'est une utilisation connexe. C'est regarder
comme je disais tout à l'heure, les questions de conflit d'usage, etc. Et puis là, c'est une toute petite slide, c'est pour les projets qui feraient plus de 1200 MWh par an et puis moins de 4000 MWh, donc qui sont sous le seuil d'éligibilité au BCIB. Vous avez la possibilité d'avoir accès, si vous êtes éligible, à une aide forfaitaire dans le cadre du Fonds Chaleur. Donc là, je vous ai aussi remis le lien vers la plateforme sur laquelle on peut retrouver toutes les conditions d'éligibilité, le cahier des charges, etc. Donc, c'est pareil que le BCIB, hein, il y a une étude préalable à suivre, il y a des exigences sur les dimensionnements, sur les approvisionnements, sur la qualité de l'air, un classement, et puis un petit graphique qui permet de calculer l'aide auquel vous pouvez avoir le droit en fonction de la production en euros par mégawattheure. Donc ça, vous aurez ça sous la main si vous souhaitez challenger un projet. Voilà. Et je J'en pense que J'en oui. profite juste pour faire une intervention. Il y aura un webinaire spécifique qui sera dédié aux aides de l'ADEME via le Fonds Chaleur. Donc, vous aurez la possibilité d'avoir toutes ces informations expliquées en détail. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez nous écrire sur l'adresse mail qui s'affiche, donc boaenergie@adem.fr. Et puis, je vous invite à aller sur la plateforme Agir pour consulter le cahier des charges et puis prendre connaissance de l'ensemble des pièces à déposer. Et oui, on vous a mis des annexes en plus à consulter si vous le souhaitez. Voilà, je ne peux pas en dire forcément plus, c'est pour creuser un petit peu. Et donc, voilà. Merci beaucoup, Pauline. Est-ce qu'on a quelques questions à ce stade des présentations? Élise, actuellement, nous n'avons rien pour l'instant. Ok, bon n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Et du coup, on va poursuivre. Je vous propose de poursuivre sur l'appel à projet suivant et de donner la parole à Sylvain Bordebeur pour l'appel à projet SCB. Oui, bonjour à tous. Bon, c'est qu'on a soit été très clair, soit pas clair du tout. Ah si, on voit qu'il y a quand même quelques questions qui arrivent. Alors, on peut peut-être y répondre. Je sais pas si Pauline, tu veux répondre, peut-être avant que j'embraye sur SCB. Alors, les chaudières biomasse des collectivités. Si je comprends bien, là, non, les chaudières biomasse des collectivités, c'est justement vers le fonds chaleur qu'il faut se tourner. Parce que là, on est vraiment sur un appel à projet qui est dédié aux industries. Industrie du bois. Industrie du bois, dans ce cas. Du coup, j'embraye sur SCB. De toute façon, on pourra revenir sur les questions par rapport à la partie énergétique à la fin. Donc, l'appel à projet industrialisation de produits et systèmes constructifs bois, c'est un appel à projet relativement récent. Il date de fin 2021. On arrive quand même à la 4e relève. C'est un appel à projet qui a évolué un petit peu, puisqu'au tout début, c'est un appel à projet qui était très centré sur l'innovation et la construction, on va dire les systèmes constructifs bois, justement, d'où son nom d'ailleurs, qui s'appelait plutôt SCB. Et progressivement, on a mis en valeur l'industrialisation des produits. Et donc, on est sur un appel à projet qui touche aussi bien la transformation première et seconde transformation du bois que la mise en œuvre de systèmes constructifs bois plus ou moins innovants. Donc, c'est aussi ça l'intérêt, c'est qu'on n'est pas que sur de l'innovation. Il peut y avoir de l'innovation, mais on est aussi sur de l'industrialisation classique, c'est-à-dire que toute augmentation, modernisation de scierie ou d'industrie l'industrie du bois peut rentrer dans le cadre de cet appel à projet. Alors, si on passe sur le contexte, alors c'était seulement, c'est évidemment des éléments que je pense que vous savez bien en tête, en tout cas au niveau interprofessionnel, mais c'est vrai qu'il y a d'ailleurs une publication assez intéressante, la face cachée de la consommation, alors qui ne porte pas uniquement sur la filière bois, mais qui porte un peu sur toutes les filières de consommation de ressources, matières premières. Et c'est vrai que sur le bois, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a des ressources très importantes.
On est la 3e forêt d'Europe, et enfin en tout cas en volume et 4e en surface. Mais malheureusement, on a une industrie qui n'est pas totalement en adéquation avec la ressource que l'on a, et on se retrouve à avoir une balance qui est fortement déficitaire, tout particulièrement sur le secteur de la construction. C'est d'ailleurs pour ça que l'appel à projet a été orienté là-dessus, parce qu'on se retrouve à avoir notamment une très forte importation de produits élaborés, finis. Je pense notamment à tout ce qu'on appelle les bois d'ingénierie. Donc, on va retrouver dans cette appellation-là aussi bien les lamellés collés. Tolérances. Donc, Ah. les tolérances sur les murs Saturn, elles peuvent paraître comme. Ah, je sais. Ah oui, si c'est bon. Que les autres types qu'on rencontre aujourd'hui, les CLT, les LVL, enfin bon, tous les panneaux, enfin, ou les poutres aboutées, collées, sur ce domaine-là, on a une très grosse importation. Et donc l'objectif, il est d'arriver à ce que, on va dire, notre filière bois, de transformation du bois, permette d'être plus autonome pour répondre à nos besoins en termes de produits finis. Et donc, d'où l'intérêt de cet appel à projet qui vise justement à accentuer la transformation du bois, qu'elle soit première ou seconde transformation, pour répondre aux besoins de la construction. Donc, si on passe sur le contenu de cet appel à projet, donc on est sur un appel à projet qui est quand même assez bien doté, 230 millions d'euros sur toute la période. Pour vous donner, au tout début, on n'était que sur 50 millions d'euros. Il a été fortement réabondé parce qu'il répond à des enjeux importants, et qu'il y avait justement aussi un nombre de projets importants en face. C'est toujours pareil, les dispositifs à l'agence, c'est important aussi que je pense que des interprofessions et de façon générale aient bien conscience de ce point-là. C'est que quand on lance un dispositif, au début, on ne sait pas toujours trop où on va. On met un peu d'argent dessus. Si par contre ça ne répond pas, souvent ça s'éteint. Si par contre ça répond bien et qu'il y a plus de projets qu'il y a de budget, c'est souvent un argument assez fort pour aller chercher des budgets supplémentaires. On pourra évoquer les perspectives, ça, elles sont aujourd'hui pas évidentes pour des questions de régime d'aide, mais en tout cas aujourd'hui, voilà, c'est un fonds qui est bien doté, qui a été réabondé parce qu'il y a eu de nombreux projets et que ça répond bien aux objectifs nationaux. Alors, j'ai remis les objectifs en les transformant d'ailleurs un petit peu par rapport à ceux qui sont clairement exprimés dans le cahier des charges, parce que pour moi, c'est les objectifs qui sont bien en lien avec la filière bois. Non seulement ce que j'ai un peu évoqué, c'est répondre aux besoins de la filière en lien avec toute la richesse qu'on a et les ressources forestières nationales, accompagner justement l'industrialisation, en tout cas la modernisation de nos entreprises de première et seconde transformation du bois pour être capables d'augmenter leur capacité de répondre mieux aux besoins. Un focus quand même sur le bois feuillu. Alors, pour être très honnête et très transparent, on n'en a pas eu énormément des projets sur la filière feuillu. On en a eu quelques-uns, c'est intéressant, mais peut-être pas suffisamment en termes de volume, mais c'est un peu logique aussi parce que les filières résineuses sont plus développées sur le territoire national au sens transformation. Et donc, on aimerait bien avoir plus de projets. En tout cas, c'est clairement des projets qui sont fléchés prioritaires. Et tout ce qui est évidemment développement, optimisation de systèmes constructifs, ce que j'évoquais tout à l'heure, notamment la production de produits à élaborer. On a eu plusieurs projets sur du lamellé collé, de hêtre par exemple, pour donner un exemple. Les projets qui sont éligibles, c'est ce que je disais un tout petit peu en introduction, c'est à la fois de l'innovation. Donc évidemment, c'est toujours un plus quand il y a des procédés qui sont encore assez peu mis en place, mais c'est tout projet qui vise à moderniser, augmenter les capacités. Ça peut être la création de sites ex nihilo, l'implantation de nouvelles usines, comme la modernisation, l'augmentation des capacités d'une unité existante. Donc là, vous voyez l'ampleur des projets. On est sur une cinquantaine de projets qui ont déjà été instruits. Vous voyez le taux à peu près 10 qui n'ont pas été retenus. Donc c'est pas, voilà, il y a un taux d'échec. Ça veut dire qu'il faut bien préparer son projet, il faut bien rentrer dans le cadre, mais il y a un taux d'échec qui est quand même pas si énorme que ça. Et puis on a 17 projets qui sont en cours d'instruction sur la 4e relève d'octobre 2022. Donc si on continue. Voilà la répartition. Alors, c'est les 26 projets, donc je préfère, vous aurez la liste d'ailleurs des projets derrière. Je la parcours, enfin, je vais peut-être la parcourir très succinctement pour évoquer 2-3 projets emblématiques, mais là, il n'y a que les 26 projets sur 36 parce que toutes les communications n'ont pas été faites. Il devait y avoir d'ailleurs un gros communiqué de presse à la fin 2022. Donc là, vous avez finalement la primeur parce que quelque part, ce communiqué il est sorti de façon très globale et il n'y a pas eu de focus sur chaque projet. Et il n'y en avait que 26 qui avaient validé les communications. Ça, c'est aussi un point important pour nous. C'est que si les porteurs veulent attendre un peu avant la communication parce que c'est des projets qui mettent un peu de temps, il y a des fois un caractère d'innovation et donc on respecte, on va dire, le caractère confidentiel de certains projets.
projets s'ils souhaitent communiquer un peu plus tardivement. Donc sur les 36, vous voyez les 26 qui ont été répertoriés. Certains sont sur plusieurs régions, pour ça que des fois vous retrouvez le même nom à plusieurs endroits. D'autres sont la plupart du temps sur le développement d'un site industriel. Et vous voyez, donc on les a répartis. Vous avez quand même un nombre de projets assez conséquent sur la première transformation du bois, et ça ne prend pas en compte les derniers où il y en a pas mal. Donc en fait, au final, on va se retrouver avec déjà, je dirais, une vingtaine de séries qui ont été accompagnées dans le cadre de ce dispositif. Donc si on passe sur les dates, donc c'est assez proche de l'appel à projet BCIB, hein, c'est une volonté aussi, hein, c'est pour ça qu'on présente aussi ces deux appels à projet conjointement avec Pauline, c'est que il y a vraiment un lien direct, hein. Vous pouvez avoir un projet en général, quand vous avez un projet de modernisation de l'usine qui vise du coup à augmenter les productions, vous pouvez avoir derrière clairement des besoins de séchage supplémentaires, donc le besoin de mettre en place un projet énergétique. Donc, quelque part, c'est pour ça qu'on a essayé aussi de faire converger les calendriers. Alors, ils ne sont pas tout à fait les mêmes pour une raison très simple, c'est que la première date est assez proche, hein, puisque nous, c'est le 15 février. Pour le BCIB, c'est le fin février. Enfin, je n'ai plus exactement la date. Par contre, la deuxième date, elle est un peu plus rapprochée sur l'appel à projet SCB le 15 mai. Pour une raison, c'est que dans le cadre de l'appel à projet SCB, on dépend d'un régime d'aide qui est validé au niveau européen, qui s'appelle le régime relance durable, et qui est un régime qui n'est valable que sur cette année. Donc il faut que les projets soient engagés avant la fin de l'année. Sinon, on n'a pas l'autorisation. Et on ne sait pas, et c'est pour ça que les perspectives sur 2024 ne sont pas encore très claires, si on pourra avoir un régime d'aide équivalent sur lequel se reposer pour pouvoir justifier des aides qu'on apporte. Voilà, donc c'est pour ça que les calendriers sont un petit peu plus serrés. Donc si on passe sur les critères, enfin déjà un premier bilan, bon, très rapide, hein, ce que je disais, donc sur les 230 millions d'euros, il y a déjà 122 millions d'euros qui ont été engagés sur les 3 premières relèves. Il y a 15 projets en cours d'instruction sur des montants supplémentaires. Donc ça veut dire que c'est quand même encore assez confortable, hein, on a encore de quoi accompagner les projets. Et c'est ce que je disais aussi en introduction, plus il y aura de projets, même si ça dépasse les montants, en général, ça peut être un argument pour aller chercher des budgets supplémentaires. Un impact qui est très positif, hein, c'est d'ailleurs pour ça que l'État met des budgets aussi importants, c'est la réduction de l'importation de produits finis, hein, en bois, la création d'emplois dans cette filière, des emplois pérennes, et puis clairement des optimisations des procédés de transformation. Alors c'est un point que je remettrai dans les critères, hein, qu'on évoquera. C'est important de justifier son projet pas que sur des logiques d'augmentation de capacité, mais aussi d'optimisation de process. Bon, ce qui est toujours l'intérêt aussi de l'industriel, mais bien mettre en valeur le fait qu'on va mieux valoriser la matière et optimiser les consommations énergétiques. Le dispositif donc relancé sur 2023, avec ce que je disais, malheureusement pas encore de perspectives claires, donc c'est vrai qu'il vaut peut-être mieux essayer de se positionner sur les 2 prochaines relèves. Alors sachant que la relève du 15 février, ça je ne l'ai peut-être pas évoqué, enfin si je l'évoquerai dans le processus. L'impact, donc pour nous, ça s'inscrit dans le cadre du programme national de la forêt et du bois, avec la volonté de mobiliser plus de bois, hein, et de le transformer, hein, non seulement de le mobiliser en forêt, mais ensuite de le transformer sur notre territoire. Et puis, alors, clairement, une mobilisation plus forte des résineux que des feuillus, hein, ce n'est pas forcément une volonté. Alors, c'est lié aux scieries qui sont bien implantées aujourd'hui, au fait aussi qu'on a une orientation très forte vers la capacité à transformer les gros bois. C'est une problématique sur le résineux, hein, puisque les outils sont souvent plus adaptés à des petits et moyens bois. Et puis, le deuxième aspect, qui est très vrai pour la région Grand Est, les problématiques de bois scolyté, qui rentrent clairement dans des priorités en termes de sélection de projets. Et puis, une mobilisation supplémentaire qui est concentrée, bon, ce qui est assez logique, hein, dans nos régions forestières, mais voilà, il pourrait y avoir aussi des projets dans des régions qui le sont un peu moins. Si on passe sur les critères, alors un peu pareil que l'appel à projet BCIB, hein, on est sur les entreprises de première et seconde transformation du bois, de préfabrication ou d'assemblage, donc qui peuvent aller jusqu'à la mise en œuvre dans la construction. Un coût total minimum du projet de 2 millions d'euros. Alors sur l'industrie du bois, sur les scieries, ça va assez vite, hein, les coûts d'investissement sont souvent assez lourds. Pour l'atteindre, ce coût, parce que parfois, c'est vrai que c'est toujours un peu dommage, hein, d'avoir des projets qui ne sont pas retenus alors qu'ils ont des coûts qui sont assez optimisés. Ça prend en compte aussi les coûts qui ne sont pas éligibles, puisque là, comme on est sur un régime relance durable, on ne prend en compte que les équipements productifs. Les coûts du foncier, du bâtiment, de frais de personnel sont exclus. Maintenant, ces coûts-là
peuvent faire partie du coût total du projet. Donc, c'est un moyen d'atteindre les 2 millions d'euros, même si au final, dans les coûts éligibles, on n'aura peut-être qu'1 million d'euros qui seront éligibles. Voilà, donc bon, ça c'est assez clairement exprimé dans le cahier des charges. L'incitativité de l'aide, alors c'est vrai pour tous les dispositifs à l'agence, hein, ce sera vrai pour le fonds chaleur, enfin pour la demande d'aide doit avoir lieu avant le début des travaux, donc c'est important d'être en capacité de montrer que le projet n'est pas déjà démarré avant la demande. Par contre, après, une fois que la demande est faite formellement, le projet, l'industriel peut prendre le risque de lancer ses investissements, même s'il n'est pas forcément sûr d'avoir l'aide. Les points importants, donc un peu comme les critères sur le BCIB, hein, la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est souvent liée à deux aspects, hein, la réduction des importations de produits finis, le fait de se substituer à d'autres matériaux qui sont beaucoup moins vertueux, qui consomment beaucoup plus d'énergie, ou le fait notamment aussi de stocker du carbone dans le matériau, à condition d'être capable de montrer qu'on est sur des matériaux à longue durée de vie, et donc on s'inscrit bien sur de la construction à long terme. L'optimisation du rendement matière d'efficacité énergétique, c'est souvent des parties qui sont assez mal développées dans les dossiers qui sont déposés, donc j'insiste un peu sur ce point-là, et puis des aspects sur voilà, le développement d'emplois et de l'activité économique. Dernier point, c'est la même chose que pour l'appel à projet BCIB. Une vigilance sur les plans d'approvisionnement et la contractualisation, c'est des éléments aussi de sélection. C'est qu'il faut être capable de montrer qu'on s'inscrit bien dans le développement de la filière forestière locale et qu'on a bien des garanties avec les fournisseurs sur les quantités de bois qui sont retenues pour le projet. Alors, on a des projets de toute taille, hein, ça peut être des projets de quelques milliers, voire dizaines de milliers de tonnes supplémentaires, à des projets qui sont à plusieurs centaines de milliers de tonnes supplémentaires. Évidemment, la vigilance n'est pas tout à fait la même en fonction de la taille des projets. Alors, le vue globale du processus, alors ça, c'est uniquement pour vous donner le calendrier. Ce qui est important dans l'appel à projet SCB, qu'il n'y a pas forcément dans le BCIB, c'est qu'il y a une réunion de pré-dépôt obligatoire. C'est-à-dire qu'il doit intervenir à peu près un mois avant la date butoir. Donc, ça veut dire que là, d'ailleurs, même pour le premier, la première date du 15 février, il faudrait aller très, très vite pour faire une réunion de pré-dépôt pour celui qui veut déposer un projet dès le 15 février. Et donc, ça veut dire qu'il faut s'y prendre un peu avant. L'intérêt, il est double. Hein. Ce n'est pas pour embêter le porteur hein, de faire ces réunions de pré-dépôt. C'est uniquement justement pour éviter de perdre du temps sur un projet qui n'était peut-être pas très mûr, pas très clair. Et ça permet tout de suite d'avoir un premier avis de l'ADEME sur une réunion qui est très courte, hein, qui dure 45 minutes, qui a vocation justement, pour la préparer, il y a seulement besoin de faire un petit PowerPoint de quelques slides qui précisent quelques éléments du projet et qui permettent d'indiquer un peu quelle est la pertinence du projet, sur quel marché il se positionne. Et nous, on donne tout de suite un premier avis et pour savoir si c'est favorable pour un dépôt de dossier complet. Puis ensuite, voilà, il y a un déroulement plus ou moins rapide, hein, mais quand même, derrière, ça va quand même assez vite vers les décisions de financement. On a des calendriers quand même qui s'étalent sur moins de 6 mois avant la signature des contrats. Voilà, donc si on passe au... voilà, donc là, après, je m'arrête là. Il y a la liste des 26 premiers lauréats. Alors si on peut peut-être quand même passer très vite sur quelques exemples, hein, vous voyez, sur les scieries, puisque là, on est plus dans ce cadre-là. Vous avez des projets, je vois en Auvergne-Rhône-Alpes, c'était un projet à la scierie Botarel, plutôt de taille, avec notamment la transformation du bois feuillu vers la construction. Ça, c'est d'ailleurs un projet qui a été clairement prioritaire parce qu'il n'est pas de très grosse taille. Hein, vous voyez, 10 000 mètres cubes par an, ça reste des scieries de taille modeste, intermédiaire, mais il était centré sur le feuillu. Donc, il y avait deux volets, il y avait un volet feuillu et un volet très gros bois, un peu plus important sur du résineux. Et puis, vous avez d'autres projets, par exemple le Bicoupe Moulin, où là, on est sur un projet de scierie justement qui vise le développement d'une ligne de sciage spécifique pour les gros bois résineux. Voilà, donc et puis, si je prends un autre exemple qui est peut-être pas sur cette liste-là, mais sur la liste d'après, donc là, on va voir. Alors, si peut-être sur la liste juste avant, pardon, désolé, qui est intéressant, par exemple, c'est les deux derniers projets qui sont sur la deuxième transformation du bois avec le développement de parquets, la modernisation de parqueterie, et notamment, par exemple, le développement d'un parquet réemployable avec des systèmes optimisés d'assemblage. Sur le chêne pour, par exemple, centre bois massif. Et puis sur la deuxième partie, on voit par exemple un projet comme IBI qui est porté par Manu Bois, hein, qui est lié au groupe Lefebvre, le développement du lamellé collé de hêtre, qui est encore quelque chose de peu courant à l'échelle européenne. Voilà.
je m'en arrête là. Et puis, je vois qu'il y a quand même quelques petites questions. Alors, je vois que Pauline a répondu sur une partie. Je ne sais pas, du coup, si on doit reprendre un peu les questions au fur et à mesure. Oui, Alors là, la première question, c'était on entend du coup que la seconde transfo est éligible dans l'appel à projet SCB. Est-ce que l'industrie de l'ameublement est compris dans cette partie de seconde transfo? alors, oui, malheureusement, plutôt non, hein. Ma réponse est clairement, dans l'absolu, ce serait intéressant qu'il y ait un dispositif qui, il y a des demandes un peu dans ce sens-là, d'étendre un peu aux filières emballage et filières ameublement. Si le projet est 100% sur de l'ameublement, il ne sera pas concerné puisque effectivement, l'appel à projet est avant tout dédié au développement de la filière construction. Enfin, il faut que les débouchés soient majoritairement pour de la construction bois. Donc, c'est pour ça que du parquet, ça rentre dedans, des menuiseries, ça rentre dedans. Par contre, effectivement, si c'est de l'ameublement pur, ça rentre pas dedans. Alors, si on a des projets, par exemple, de sciage, là, c'est un peu différent. Si on a des projets de scierie qui sont avec des marchés qui peuvent être mixtes, avec des marchés à meubles qui derrière peuvent être ameublement, construction, emballage. Bon, là, ça dépend un peu de la répartition. Si la répartition, elle est très très faible sur la construction, le projet risque d'être clairement pas prioritaire. Si le segment construction est quand même assez important, ça peut tout à fait passer. Surtout que ça peut être des fois assez complémentaire. C'est vrai que aujourd'hui, c'est d'ailleurs un des points sur lequel nous on insiste auprès de nos ministères, c'est que par exemple dans le sillage, il y a des fois un intérêt à avoir une part, enfin des sillages de moins bonne qualité qui vont partir éventuellement sur de l'emballage, des sillages de meilleure qualité sur de la construction. Et on sent d'ailleurs que les scieries qui étaient très spécialisées sur l'emballage commencent parfois à se diversifier pour essayer de valoriser un peu mieux leur bois enfin, les meilleurs bois vers la construction. Donc voilà, il y a une ouverture, mais en tout cas, un projet 100% ameublement pour l'instant n'est pas concerné, mais on espère peut-être que dans le futur, il y a des dispositifs aussi qui aillent vers l'ensemble des usages de la filière. Une autre question sur la taille des entreprises éligibles. Est-ce que Oui, les alors, ETI ouais. Sur la taille, il n'y a pas de limite de taille, mais par contre, il y a des taux. Alors, enfin, que ce soit d'ailleurs, je pense, enfin, je réponds pour les deux, BCIB et SCB. Alors, ce n'est pas les mêmes régimes d'aide, donc ce n'est pas forcément les mêmes taux qui s'appliquent, mais dans les deux cas, il y a des taux qui vont baisser en fonction de la taille de l'entreprise. Mais pour donner sur BCIB, les taux restent quand même très importants, même quand on est sur une grande entreprise, hein. Enfin, les taux maximum, hein. J'insiste là-dessus, hein, parce que ça ne veut pas dire qu'on obtient, on a vu tout à l'heure, hein, ce qu'a dit Pauline, hein, il y a des critères de sélection. Entre guillemets, si l'aide est très importante avec l'installation produit peu d'énergie, elle risque d'être pas forcément prioritaire dans la sélection. Mais en tout cas, voilà, il y a des taux qui dépendent de la taille des entreprises, mais même pour des grandes entreprises, il y a des taux quand même minimum. Je reprends, du coup, je vois que Pauline a répondu directement à la question en lien avec les tailles ou la représentation du volume de bois nécessaire pour alimenter des chaudières de 4000 MWh. Donc, j'invite Philippe André à regarder le fil de conversation. On a une autre question sur les régimes d'aide mobilisés. Vous parlez de plusieurs régimes. Est-ce que vous pouvez les citer? En fait, il y a deux régimes d'aide principaux, hein. Pour l'appel à projet BCIB, c'est le régime protection de l'environnement. Donc, c'est un régime en fait qui s'appuie sur une référence, c'est-à-dire que quand on finance le projet, on doit dire ce qu'aurait été le projet moins vertueux sur le plan environnemental. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites une chaufferie bois avec des séchoirs, vous allez dire j'aurais fait une chaudière gaz avec des séchoirs de moindre efficacité énergétique. D'où l'importance d'être capable de justifier que le système qu'on a mis en place, que les séchoirs sont peut-être plus efficaces qu'un standard, voilà, ils vont à la fois que la chaudière, pareil, elle obtient des rendements relativement élevés. Mais voilà, en fait, on va comparer et on va financer d'ailleurs un surcoût dans le cadre de l'appel à projet BCIB, c'est-à-dire qu'on va comparer entre une solution biomasse avec une solution de référence en règle générale au gaz. Alors que sur SCB, on est sur le régime qu'on appelle relance durable, qui est un régime qui est post-Covid, qui est beaucoup plus sur des questions de relance économique, aussi d'aspects environnementaux évidemment, hein, on est l'ADEME, hein, mais c'est aussi beaucoup sur les aspects relance économique. Donc là, il n'y a pas de question de référence, on a des taux d'aide directement sur des investissements. Et puis pour répondre à la dernière, je comprends, alors c'est vrai que c'est comme ça que j'ai introduit l'appel à projet, donc je comprends le volet balance commerciale, effectivement, qui est aussi très déficitaire pour l'ameublement. C'est un bon argument,
Mais par contre, sur l'aspect environnemental, et c'est une discussion qui est effectivement intéressante, hein, c'est qu'il n'y a pas que ça, c'est qu'on privilégie, et c'est un peu l'axe construction, les produits à longue durée de vie pour des questions justement de stockage carbone, parce qu'on est moins capable de justifier sur l'ameublement. Mais voilà, ça ne veut pas dire que, en tout cas là je parle à titre presque personnel, puisque je peux pas, c'est pas moi qui valide ce type de dispositif. Voilà, on reste, enfin moi, tout à fait positif sur toutes les filières de valorisation du bois, mais aujourd'hui, ce dispositif est encore limité à l'aspect construction. Et ce que je disais un peu en démarrage, c'est un dispositif qui arrive un peu sur sa fin. Et on ne sait pas, et en fait, on espère qu'il y aura de nouveaux dispositifs qui prendront le relais en 2024 et peut-être un peu plus large en termes d'usage. Alors, par contre, le 102 077, alors là, j'avoue que je suis un peu sec. C'est ça. C'est ça, Pauline? Oui, je crois que c'est ça. C'est indiqué dans le cahier des charges de l'appel à projet. J'avoue que j'ai pas le numéro en tête. C'est ça. Mais Pauline me dit que c'est plutôt ça. Moi, j'aurais une question pour Pauline qui m'a été posée par un industriel. Est-ce qu'on a la possibilité de candidater à l'appel à projet BCIB si on a déjà investi dans une chaudière biomasse il y a quelques années et qu'on souhaite augmenter sa capacité de séchage uniquement et du coup investir uniquement dans des séchoirs? Il faut quand même une augmentation en fait de la production liée à l'ajout de ces séchoirs et que cette augmentation elle soit de plus de 4000 mégawattheures. Mais si c'est le cas, oui, ça fonctionne. Donc il faut que la chaudière Il- augmente sa capacité de production de chaleur et due à l'augmentation du nombre de séchoirs ou de la puissance des séchoirs. C'est ça, il faut être capable de justifier que la chaudière ne fonctionnait pas totalement à son maximum et que ça sera le cas ça sera le cas avec une augmentation de 4000 mégawattheures par an avec l'ajout de ces nouveaux séchoirs. Ok, très bien, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pas de mouvement supplémentaire ici. Ok, et ben écoutez, je vous propose, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous les faire parvenir par mail. Et je propose du coup de clôturer ce webinaire en vous remerciant de votre participation, des questions que vous avez pu poser et en remerciant également nos deux intervenants de l'ADEME Élise, pour toutes ces explications. il y a une main levée, je vois. Mais Oui, bonjour, Alors, merci. François Bach, Société Paul-Mayer. Je me permets encore de poser la question, ça concerne les deux possibilités de subvention BCIB et SCB présentées aujourd'hui par rapport à la date de commande, que ce soit pour les capacités biomasse séchage ou pour l'outil de production de sciage, par exemple. À partir de quand peut-on déclencher, étant donné que ce sont quand même des durées de production de telle machine et pour donc mettre en place le projet? À partir de quelle date peut-on, en fait, dans l'instruction une telle demande de subvention, commencer à vraiment faire la planification des machines et surtout les commander concrètement? alors très concrètement, je dirais que il y a deux étapes possibles pour vous. La première, c'est pour être sûr, enfin pour être éligible aux aides, il faut surtout que de pas voilà, commander avant d'avoir fait le dépôt du dossier. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, il faut, à partir de la date de dépôt, imaginons vous déposez le 15 février pour SCB et puis le 27 février pour BCIB, à partir de ces deux dates-là, vous pouvez avoir vos commandes. Par contre, ça ne garantit pas que vous avez l'aide. Mais là, ça peut être une prise de risque. Vous avez fait votre dépôt de demande d'aide et vous investissez, vous lancez vos commandes juste derrière. Après, sinon, je dirais l'idéal, mais je comprends les problématiques aujourd'hui hein, de filière, c'est que nous, on ne pourra pas vous donner un avis positif dès le dépôt. Les avis, on va dire, la contractualisation et la validation de votre projet, c'est ce que je disais, c'est à peu près, il faut compter 5-6 mois, quoi, enfin, entre 3 et 6 mois en fonction de la rapidité de l'instruction pour avoir une décision précise comme quoi votre projet il est retenu avec le niveau d'aide
escompté, en tout cas le niveau d'aide validé de notre côté. Donc voilà, donc vous pouvez tout à fait déposer et lancer votre projet, mais avec quand même un risque de ne pas avoir l'aide dès le dépôt, après dépôt, ou vous attendez la décision qui intervient entre 3 et 6 mois après le dépôt. Une dernière question sur l'éligibilité potentielle du matériel rétrofité, ou d'occasion, pardon. Oui, le matériel d'occasion est éligible, alors selon quand même certaines modalités. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas détaillé dans le cahier des charges, je suis pas sûr. Il faut que ce soit un matériel de première main. J'ai plus en tête. Il y a une autre race, donc première main, il faut pas qu'il ait pu être déjà aidé. Ouais, Et puis il y a une histoire de 7 ans. ouais. 7 ans, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il n'est pas plus de 7 ans? Non, je sais plus. Il y a une troisième condition, voilà, donc, mais je sais pas si je vais voir Pauline regarde vite fait si on arrive à vous le dire dans la. J'ai plus l'information sur la main. Sinon, on renverra et puis ce sera peut-être une information à retransmettre. Comme ça, on remettra les 3 critères. De tête comme ça, voilà, j'ai les deux premiers. En tout cas, il faut que ce soit matériel première main et qui n'ait pas bénéficié déjà d'aide. Et puis, voilà, il y a peut-être une question sur la vétusté de l'équipement. Et j'avais en tête 7 ans, mais si elle a été, si elle a eu une aide, si elle a été subventionnée, elle doit avoir un fonctionnement minimum de 7 ans. Ah oui, si elle a été aidée, c'est ça? Ouais. D'accord. Oui, donc ça, voilà. C'est surtout en fait que le matériel n'ait pas déjà été revendu une fois. Et puis voilà. Donc c'est possible, hein, voilà, on s'est adapté aussi sur cet aspect. Merci. Que d'un point de vue des questions, on aura la possibilité de répondre aux questions qui viendront de manière supplémentaire un petit peu plus tard. Il n'y a pas de souci. L'équipe de Fibois est vraiment à votre disposition pour pouvoir vous accompagner dans ce type de montage de dossier de subvention. Et on est en lien aussi avec la dame qui nous a présenté aujourd'hui ces appels à projets pour vous mettre en relation avec eux et vous permettre de déposer des dossiers du mieux possible. Donc, je vais du coup remercier la dame d'avoir participé à ce webinaire, donc vous avoir présenté les appels à projets, avoir répondu aux questions que les industriels peuvent se poser. Et puis, du coup, je vais clôturer ce webinaire en vous souhaitant une bonne journée. Merci. Merci. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.